Alors, chers auditeurs, eh bien, on a fait un très long déplacement pour trouver notre invité cette semaine, puisque nous sommes eh oui, en Italie, au Tour d'Italie Espoir, avec Axel Merckx. Mais Axel Merckx, c'est difficile de vous trouver, hein, puisque maintenant vous habitez au Canada. On n'a plus l'occasion de vous voir très souvent en Europe. Ouais, j'essaye de quand même revenir 3 4 fois par an, au moins d'abord visiter la famille, évidemment en Belgique, mais aussi pouvoir guider, un peu voir comment l'équipe se comporte lors des courses les plus importantes en Europe, oui. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez échapper à la tradition. Ouais. On commence toujours cette émission par un que oui, que non, un joker possible. Il y a cette question. Ok. Alors, première question, Axel, est-ce que le Giro Espoir est plus dur que le Tour de l'Avenir? Oui, Il y a toujours cette volonté de devenir un jour sélectionneur de l'équipe nationale. oui. Est-ce qu'Axel Merckx est plus canadien ou que belge à l'heure actuelle? Non, plus belge quand même. Hagens Berman Action, c'est la meilleure équipe espoir du monde? Oui, Un World Tour Espoir, ce serait une bonne idée? oui. Axana Merckx, c'est la nouvelle Eddy Merckx de la natation? Non, Est-ce que tu as déjà vu Anderlecht jouer aussi mal que la saison dernière? non. Voilà, nous sommes donc de retour avec notre invité. Alors on va commencer évidemment par le Tour d'Italie Espoir. Eh bien on peut dire que cette épreuve a mal commencé, on va dire, pour l'équipe Axion, parce que l'équipe était déjà déstabilisée avant même le départ, puisque, il faut le préciser, une petite modification du règlement, avec les coureurs qui ont déjà une expérience de course en World Tour, qui n'étaient pas autorisés à prendre le départ. Première question, tu as appris quand cette décision? Non, on l'a appris assez tôt dans l'année, je pense que c'était dans le mois de février ou mars. Déjà dans le planning des courses pour l'équipe, on avait aussi déjà constaté et décidé que enchaîner le Tour de Californie et le Baby Giro était déjà quelque chose qui serait très difficile. Plus bon, le règlement qui oblige justement ces coureurs qui ont participé au Tour de Californie, qui est donc maintenant une épreuve World Tour, n'avaient plus le droit de participer au Baby Giro. Donc ça donnait aussi un peu l'opportunité justement à ces jeunes coureurs chez nous qui étaient première année, deuxième année, à pouvoir participer ici au Giro. Donc finalement, la sélection pour le Baby Giro a été vite faite, hein, puisqu'on peut le préciser, Bjerg, Almeida, Anderson, Brown, Davis et Garrison n'étaient pas disponibles. Finalement, tu es content du niveau affiché par, on va dire, une équipe de poulains au final sur ce Tour d'Italie. Ouais, c'est sûr. Bon, on a déjà eu une très bonne saison, surtout avec les premières années. Bon, déjà avec Vormar qui gagne Liège pour nous, qui était pour moi une surprise. La prestation justement de Sean Quinn cette semaine en tant que première année espoir, de pouvoir au moins finir dans le top 10 du Baby Giro est quand même pas n'importe quoi, surtout au niveau que ça s'est déroulé avec une course très nerveuse et très active, une course de 10 jours avec énormément de difficultés, sans contre-la-montre, qui était bon. Il y avait un prologue 3 km, mais on ne peut pas considérer ça comme un contre-la-montre, qui est peut-être pas. Si on m'aurait demandé si j'aurais été content avec une place de top 10, j'aurais signé à deux mains. Et je pense que Sean a prouvé cette semaine qu'il était une valeur sûre pour les prochaines années. Mhm. Alors, ce Giro, il est facile à résumer. Il y a la Grande-Bretagne et la Colombie et finalement le reste, hein. Ouais. C'est un Giro qui est facile à comprendre et à résumer finalement. Ouais, bon, je pense que ils ont vraiment c'est toutes les deux équipes ont une semaine exceptionnelle, hein. Bon, la Grande-Bretagne a gagné toutes les étapes qui n'étaient pas de montagne, mis à part hier, où Team Friuli a gagné. Mais il faut dire aussi que le prologue, bon, 3 km, je vais un peu jouer la carte personnelle. Je pense que si Zeilhard ne déchausse pas dans les 200 derniers mètres, il est battu d'une seconde. Je pense qu'on aurait peut-être eu une chance d'endosser le maillot rose, mais avec des si, on met Paris en bouteille évidemment. Donc on peut pas refaire le passé. Mais bon, c'est sûr que ils sont aussi venus avec leur équipe les plus costauds et les plus forts. Donc
tout le mérite en revient à eux et je pense qu'on a quand même bien tiré notre épingle du jeu. On aurait peut-être essayé d'être un peu plus ambitieux sur certaines étapes, mais on est ici pour apprendre et c'est pour ça que l'analyse globale est assez positive. Un petit mot peut-être sur vainqueur, hein, le Ardila, qui a surpris son monde, puisque c'est vrai qu'il était relativement inconnu, même si quand on regarde un petit peu ses références à l'échelon national, ça n'est peut-être pas une surprise. Quelle impression il te fait? Et une impression de facilité, hein, aussitôt que la route s'élève, il s'envole, hein, il est au-dessus de tout le monde. Je pense que l'équipe colombienne en général a très bien géré le Baby Giro. C'est vrai qu'ils ont été un petit peu aidés quelque part par certaines équipes italiennes qui ambitionnaient peut-être de les mettre en difficulté roulant en tête. Bon, où je comprends pas très bien la tactique, mais bon, ça c'est leur choix personnel et l'équipe de Colombie a juste dû attendre l'école et pour accélérer et pour faire la sélection et justement pour creuser de plus en plus l'écart avec un Ardila qui est au-dessus du lot dans la montagne. Est-ce que c'est un talent qui pourrait éventuellement intéresser ton équipe ou tu penses que c'est déjà trop tard, l'année prochaine il est dans le World Tour? Ouais, non, je pense qu'il est déjà, il aura assez d'opportunités et de propositions pour les prochaines années, surtout à partir de l'année prochaine. Et puis bon, c'est tout à fait justifié évidemment. Alors, je posais la question en introduction. Le Tour d'Italie, plus difficile que le Tour de l'Avenir. Tu m'as répondu oui. Est-ce qu'on peut faire finalement le parallélisme avec les pros, puisqu'on dit souvent le Giro est plus difficile, mais le Tour de France est encore autre chose vu l'impact médiatique. Est-ce qu'on retrouve à peu près la même chose chez les espoirs? Ouais, je pense que c'est peut-être justifié à cet échelon-là. Bon, surtout le Giro cette année-ci, c'était quand même 10 jours, donc c'était assez long, avec des étapes qui ont été très animées. Donc justement, sans un contre-la-montre un jour où il y avait vraiment pas vraiment de coureurs où ils pouvaient soi-disant faire une demi-étape de repos. C'est vrai qu'on a eu un jour de repos, mais la course a été énormément animée les premières heures, même si c'était des étapes où certains coureurs n'avaient aucune ambition. C'était dès le départ 48-49 km/h de moyenne avec 6 coureurs par équipe qui est pas différent du Tour de l'Avenir, hein, mais enfin qui est quand même assez compliqué dans une chaleur très poussée, une canicule au départ aussi. Si mes souvenirs sont bons, tu t'es un peu distingué en Italie hein, quand tu étais jeune au Giro delle Regioni. Hein, ouais. Ça doit dire quelque chose, non? Ouais, ça fait quelques années, ouais. Ah, ouais. Désolé aussi. Ouais. Non, c'était une de mes premières expériences internationales, en plus en Italie. Bon, c'était un super souvenir pour moi où j'ai un peu découvert mes capacités aussi un peu dans la montagne pour pouvoir tenir le coup. Bon, j'étais pas au niveau des meilleurs, mais enfin je pense que j'ai fini un top 10 qui était quand même assez flatteur pour moi et assez prometteur pour la suite. Et puis tu as aussi gagné une étape autour de l'Avenir, hein, il faut aussi le préciser. Ouais, ça c'était à Vannes, hein, c'était une étape assez vallonnée avec une échappée de loin. Et une arrivée assez confuse où j'ai quand même su tirer mon épingle du jeu et remporter une victoire qui elle aussi est ancrée dans ma mémoire. Alors on va en parler un peu de ton rôle de manager. Ça fait donc 11 ans maintenant que tu es à la tête de cette formation Hagens-Berman Axeon. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être à nos auditeurs qui n'ont pas suivi la jeunesse de ce projet, comment tu es arrivé dans la formation des jeunes cyclistes américains? Ouais, à l'origine, ça s'est entamé avec le retour et le comeback de Lance dans les pelotons professionnels. À partir du moment où il avait décidé de faire un comeback, il voulait avoir une équipe de développement autour de Taylor Phinney, qui était la nouvelle génération, le nouveau coureur qui entamait un peu, qui était le grand espoir du cyclisme des États-Unis dans la catégorie des juniors. Et il voulait entamer quelque chose avec Trek justement pour construire une équipe autour de lui. Bon, moi j'avais été approché par d'autres équipes de développement. Il avait eu oui de ces projets et puis il m'a demandé à moi si j'étais intéressé justement à entamer ce projet-ci. Bon, deux, 3 jours plus tard, il a proposé le budget. On est parti d'une page blanche et à partir de là tout a commencé. Et c'est vrai que sur papier, Taylor Phinney devait être le porte-drapeau du cyclisme américain, dans un autre style évidemment que Lance Armstrong. On a à un moment donné eu Joe Dombrowski, tu déclarais sur Vélo 101, vous allez voir ce type
dans la montagne, ce sera exceptionnel. Malheureusement, Ouais. il n'a pas eu le succès qu'on escomptait. Non, mais bon, c'est un peu la différence entre un espoir et le World Tour. Hein. Ça ne veut pas dire que qu'on voltige ou qu'on gagne justement le Giro, parce qu'il a gagné le Giro lui en espoir, que c'est une certitude pour le World Tour. Hein. C'est un coureur qui était, à mon avis, un peu un coureur derrière les oreilles, comme on dit chez nous. Hein. Quand il est passé, il avait un palmarès assez impressionnant déjà chez les espoirs, mais bon, il n'avait pas cette tradition peut-être de courses en Europe qui fait quand même des fois beaucoup d'Américains et dans laquelle il doit vraiment s'améliorer justement d'un âge assez jeune. Bon, il faut aussi dire que Dombrowski venait de nulle part, donc il venait pas justement de l'école USA Cycling Junior, qui est quand même une école qui est assez prestigieuse et qui fait du très très bon travail. Lui, il venait de nulle part. J'ai été le dégoter quelque part dans la côte est des États-Unis parce qu'il avait des stats assez impressionnants dans mountain bike et il a dû apprendre. Et justement, dans le World Tour, on n'a pas nécessairement énormément de temps à apprendre et il a accumulé un retard, malchance, mal au genou. Il faut pas oublier non plus que cette année au Giro, je pense que Joe a fait un très très bon Giro. Hein. Il a fini 12e du général, qui est quand même pas rien. Donc c'est un coureur qui quand même a sa place dans le niveau World Tour. Qu'est-ce qui manque à ce cyclisme américain pour trouver un potentiel à la Lens? Ah, ouais, mais ça c'est un peu ce qui manque à plusieurs nations. Hein. Je veux dire, c'est toujours facile de sortir ou de dégoter un super champion et dire voilà, cette nation, elle travaille vraiment bien, mais s'il n'y a pas le talent qui est là justement pour faire la différence et pour porter un peu le drapeau de cette équipe à un niveau supérieur ou de cette nation à un niveau supérieur, ça devient très compliqué. Bon, c'est vrai que chez nous, aux États-Unis, il manque un peu un porte-drapeau vraiment qui fait la différence au niveau de World Tour dans les courses à étapes. Mais bon, il faut continuer à travailler et espérer que justement ce super champion va arriver. Tu vis au Canada, la question elle est facile. On voit beaucoup de talents américains dans cette équipe, mais où sont les Canadiens justement? Il faut pas oublier que le Canada est une grande nation en superficie, mais bon, 35 millions d'habitants, donc qui est pas énorme. Une culture de cyclisme qui est quasi inexistante. Donc j'essaye justement, on essaye de mon côté, du côté ouest, à accélérer les choses, à créer des fondations, à créer des petits clubs à gauche et à droite qui attirent certains coureurs et on voit un peu commence un peu à voir quelques coureurs qui commencent à avoir un peu le niveau au niveau des juniors. Mais évidemment le plus grand problème, c'est que la fédération doit suivre et il faut investir dans la jeunesse. Il faut pouvoir les amener en Europe pour justement découvrir ce cyclisme qui est bien ancré en Europe, pour pouvoir les développer plus efficacement et les porter à un niveau supérieur. Mais bon, il faut commencer quelque part et ça demande quand même quelques années. J'ai fait une petite liste des talents qui sont passés dans ton équipe. Il y a eu Adrien Costa, il y a eu Eddie Dunbar, Chris Laolis, mais aussi, il faut le préciser, des Belges. On en a eu 4, Van Hooijdonk, Stuyven, Philipsen et De Buist. 4 Belges. Quand tu regardes un peu leur carrière actuellement, tu es satisfait ou tu estimes qu'ils n'ont pas encore tout à fait exploité leur potentiel, sachant que Nathan est encore très jeune, que Jasper Philipsen débute sa carrière. Jusqu'où peuvent-ils aller? C'est difficile à dire, hein. C'est un peu la même question que vous posiez au sujet de Dombrowski. Je veux dire, c'est pas exactement la différence, mais le niveau entre les espoirs et le World Tour est assez conséquent. Je pense que Jasper a déjà eu, Stuyven a déjà eu quelques résultats très 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 intéressants. C'est vrai que cette année-ci, son printemps a été un peu moindre qu'il ambitionnait. Ce sont tous les coureurs qui ont leur place au niveau World Tour et bon. Le but de notre équipe, c'est justement d'essayer de les développer le mieux possible et de les mettre dans le viseur de certaines équipes de World Tour pour qu'ils soient intégrés dans cette équipe World Tour. Une fois qu'ils sont dans cette équipe World Tour, notre travail il est terminé. Donc il faut un peu voir un peu ce qui se passe avec eux il faut continuer à les développer, il faut continuer à croire en eux et à les aider, mais je pense que progressivement, on voit aussi que c'est des coureurs qui ont leur place. Hein. De Buist chez Lotto, il est presque indispensable pour les sprints. Stuyven, c'est un leader chez Trek, inconditionné, incontestable. On voit Nathan qui évolue et qui s'améliore d'année en année, qui fait d'énormes progrès et qui commence à être une valeur sûre aussi
chez CCC. Et Philipsen, qui est un coureur qui a déjà gagné une course World Tour, hein, on va appeler un chat et qui a sa place et qui s'améliorera encore d'année en année. Donc 4 Belges. Il aurait pu en avoir un 5e l'année passée avec Remco. C'est vrai cette histoire qui ne t'a pas appelé pour dire qu'il ne l'est pas? Oh, vous savez, je pense que tout s'est rapidement à ce moment-là. C'est vrai que sur le moment même, je vais pas le cacher, j'étais énormément déçu hein, parce que bon, je connais toujours très bien son papa. J'ai couru avec lui chez les amateurs. J'ai suivi Remco depuis je vais pas dire depuis sa première course, mais presque, hein, parce que j'étais en relation avec son père assez régulièrement. On s'était mis d'accord justement à un certain niveau et bon, un coup de téléphone ou au moins un texte aurait été apprécié, mais bon, je vais pas rester là-dessus pendant des années aussi. Et je suis content qu'il trouve son chemin. Moi, le plus important, c'est qu'il soit heureux et qu'il trouve sa place dans le cyclisme. Mais c'est vrai que sur le moment même, j'étais déçu de la manière dont ça s'est passé. Mais bon, on tourne la page et on continue à travailler. Et la page, il est déjà en train de l'écrire hein, avec cette victoire. On peut le dire quand sur le Tour de Belgique, tu l'attendais déjà ce niveau-là vraiment? Non, faut voir justement le pas déjà, comme je disais auparavant, entre les espoirs et le World Tour est très important, mais entre les juniors et le World Tour, là, c'est un gouffre. Et bon, il se débrouille. Hein. S'il se débrouille, il est aussi dans un environnement, je pense, qui est assez favorable pour lui, qui le protège et qui essaye de le couver un peu le plus longtemps possible. Hein. Et je pense que Patrick a fait déjà du bon travail et continue à faire du bon travail avec lui. Bon, mais non, c'est vrai que le Tour de Belgique, c'est pas le Tour de Romandie. Hein. Mais à son niveau et à son âge, c'est de la manière dont il a gagné, c'est vraiment exceptionnel. Et il n'arrête pas d'épater un peu le cyclisme en général. Alors, on va s'intéresser un peu sur la problématique des espoirs en tant que telle. Tu déclares en 2017 sur Direct Vélo, c'était justement avec moi. À l'époque, Sky et les autres profitent un petit peu du boulot de formation et nous on n'a rien, pas d'indemnité de formation. Or il semblerait que sur les projets de réforme, il y aurait justement de la place pour des indemnités de formation quand on regarde un peu les documents. Je suppose que ça doit te faire plaisir quand même. Mais tant mieux, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour changer un système qui est un peu renversé. Et j'espère que ça se mettra en place. Tout autant, je pense que c'est nécessaire aussi pour les équipes comme la mienne d'aider des équipes inférieures, je dis inférieures juniors justement, qui travaillent, qui font du bon travail, qui développent des bons coureurs, qui devraient aussi avoir une indemnité justement pour les aider à continuer à effectuer ce bon travail. Dernière question en ce qui concerne cette émission consacrée au Tour d'Italie Espoir. On entend des petites conversations, des petites voix. On ne serait pas tout à fait contre un World Tour chez les Espoirs, évidemment. Il faudrait voir comment ça se structurerait. Qu'est-ce que tu en dis à première vue hein? Vous savez, un World Tour chez les espoirs, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les équipes World Tour qui ont une équipe de développement, ça veut dire justement des espoirs qui ont une réglementation spécifique à un calendrier. World Tour Espoir, il y a énormément de questions. Je pense que l'avantage qu'une équipe comme la mienne a, c'est que bon, les coureurs qui viennent chez nous sont déjà pas répertoriés dans une équipe spécifique World Tour. Moi, je dis toujours, c'est une question d'offre et de demande. Quand vous avez un coureur qui entame sa carrière et qui entame dans une écurie, c'est très difficile pour ce coureur justement de quitter l'écurie et pour aller courir ailleurs. Moi, chez nous, les coureurs, ils sont fin contrat, ils sont libres d'aller où ils veulent. C'est vrai qu'on a quelques partenaires et des constructeurs de vélos, par exemple, qui aiment garder les meilleurs éléments. Mais bon, c'est aussi aux équipes autour justement de les persuader que leur programme est le meilleur et de la même manière que moi j'essaie de persuader les coureurs de venir chez moi parce que j'essaie de garantir un environnement dans lequel ils peuvent se développer le mieux possible. Je pense que faire du élitisme et justement faire des catégories dans certains coureurs sont vraiment ancrés dans un système et dans une équipe à longue durée. Je pense que c'est peut-être bien pour certaines équipes World Tour, mais pas nécessairement bénéfique pour l'aspect financier justement de ces jeunes coureurs qui, s'ils ont le niveau,
auraient le droit justement de négocier des contrats assez conséquents. Imaginons un seul instant, on rassemble vraiment les toutes grandes formations espoirs, Akens, UNOX, vraiment les équipes de référence dans cette catégorie. On met un petit calendrier à part d'une vingtaine d'épreuves avec, je ne sais pas, la ronde de l'Isère, Liège, le Tour des Flandres, un Giro, un Tour de l'Avenir. Et on rassemble tout ça, on fait... ça pourrait le faire ou... Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant aussi pour certains sponsors. Ça enlèverait aussi un peu la pression de certaines fédérations aussi avec la Coupe des Nations qui est une Coupe des Nations, je vais pas être méchant, mais enfin qui est un peu bizarre. Les courses certaines courses sont un très haut niveau, mais il y a pas vraiment un peu de tout. Il y a les classiques flamandes justement au début de saison, et puis on a le Tour de l'Avenir à la fin, et au milieu il y a pas grand chose. Si justement pour un sponsor ça pourrait devenir intéressant justement avoir une envergure et une répercussion médiatique qui est un peu plus conséquente à ce niveau-là. Bon, si ça se ferait, je serais le premier heureux. Ouais, avec un programme donc plus équilibré dans les courses. Ouais, d'accord, ok. Eh bien Axel, on vous remercie évidemment d'avoir consacré ce petit quart d'heure à notre compagnie ici en Italie. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver dans une semaine, mais en Belgique, pour le départ du Tour de France. On se revoit très vite. Avec plaisir. Voilà donc pour l'interview d'Axel Merckx. Rendez-vous donc la semaine prochaine avec un nouvel épisode de notre podcast. Nous partirons donc à la rencontre de Koen Beckman, le coordinateur sportif de Cycling Vlaanderen, et nous allons revenir évidemment sur les différents championnats de Belgique. Bonne semaine à tous, ciao ciao.